Que vous détenez, la force que vous représentez dans le contexte qui est celui du rôle des associations aujourd'hui, notamment dans le secteur de ce que j'appelle les métiers du lien et du soin. Alors je dis les métiers du lien et du soin parce que j'inclus dans cette dénomination les métiers de la santé, travail social, le domaine médico-social et aussi dans une large mesure le domaine de l'éducation et d'une partie des loisirs. Votre présidente a commencé son intervention tout à l'heure en parlant d'un contexte de crise économique et sociale. Les métiers du lien et du soin sont aujourd'hui tous dans une situation de crise extrêmement aiguë. L'hôpital public est en phase d'effondrement, plusieurs dizaines de services d'urgence ont fermé pendant l'été, pendant des périodes plus ou moins longues. La médecine l'accès à la médecine, l'accès aux soins est fragilisé par l'extension des déserts médicaux. Et je vous rappelle que la première région de déserts médicaux dans ce pays, c'est l'Île-de-France. En Île-de-France aussi, il peut être très difficile d'accéder aux soins. Le secteur médico-social que vous connaissez évidemment mieux que tout est confronté à une crise majeure de recrutement. L'ensemble du travail social est frappé par ces phénomènes et bien entendu, le contexte économique et budgétaire fait que la négociation des prochaines conventions d'objectifs et de moyens va être particulièrement difficile. Voilà, ça c'est un tableau de crise. Et la question que se posent les dirigeants, les administrateurs des papillons blancs de Roubaix-Tourcoing, c'est avec quel levier, avec quels moyens on peut sortir de cette situation de crise. Ce que nous venons d'entendre ce matin montre que vous détenez une partie décisive des ressources qui permettront aux métiers du lien et du soin de sortir de la crise dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Je pense que c'est le message clé qui doit accompagner non seulement l'adoption, mais la mise en œuvre de votre projet associatif. Qu'est-ce qui fait qu'une organisation comme la vôtre, parce qu'elle est une association et parce qu'elle a un projet associatif, peut jouer un rôle de transformation dans la société, au-delà de son propre domaine d'action. Bien entendu, votre premier objectif, il a été décliné ce matin, c'est d'accompagner les personnes que vous avez en charge, de les faire évoluer dans leur vie personnelle, dans leur vie sociale, dans leur vie professionnelle. Mais le travail que vous faites sur cette population vulnérable a du sens bien au-delà des personnes que vous accompagnez. C'est ça que je voudrais essayer de vous dire dans le temps qui m'est imparti, parce que c'est la fin de la matinée, que vous allez bientôt avoir faim, que vous avez déjà entendu beaucoup de choses, et donc le défi est assez important pour moi. Je pense qu'il faut avoir en tête que le moment que nous vivons, dans la pratique, nous le vivons comme un moment de crise parce que les obstacles se multiplient et que les questions sur notre capacité d'agir dans ce contexte nous taraudent. Et donc, on est confronté à un raccourcissement de nos horizons d'action. La crise climatique, le contexte géopolitique, la guerre aux portes de l'Europe, le contexte économique nous donne le sentiment que notre capacité d'action est en train de se réduire. Et ça, nous le vivons comme une crise. Mais cette crise-là, elle n'est que la manifestation, j'allais dire, superficielle, alors pas complètement superficielle, parce que derrière, il y a des réalités, il y a des gens, il y a des moyens, etc. Mais elle n'est que la manifestation d'une transformation plus profonde de la société. Et c'est pour ça que l'acteur associatif a un rôle clé à jouer, parce que l'acteur associatif, sa vocation même, sa raison d'être, c'est d'être un acteur de la transformation de la société. Si on compare ce qu'est aujourd'hui l'UNAPI, ce que sont les associations comme la vôtre, avec ce qu'elles étaient il y a un demi-siècle, on peut mesurer l'énormité du chemin parcouru.
les acquis en compétences, la montée en compétences, le niveau d'expertise, la capacité à être à l'écoute des transformations de la société. Lorsque l'UNAPI fait de la construction d'une société solidaire et inclusive le résumé de son projet associatif, elle se situe au cœur de ce qui est en train de se transformer dans la société. Et qu'est-ce qui est en train de se transformer dans la société ? C'est que nous vivons un moment où il y a de la désinstitution et de la réinstitution. Et ça, c'est un moment de fragilité. Alors, la désinstitution, vous comprenez très bien de quoi il s'agit. Une remise en cause de certaines formes d'institutions comme moyen de prise en charge des personnes vulnérables. Et vous avez des experts qui vous disent il faut abattre les murs, sortir les gens des établissements, et il faut qu'on passe d'une prise en charge institutionnelle à une société inclusive où les personnes vulnérables peuvent vivre en milieu ordinaire. Ça, c'est votre terrain d'action. Mais ce phénomène d'affaiblissement des institutions et de recherche de nouvelles manières d'agir collectivement touche toutes les institutions de la société. Partout, on voit les murs qui tombent. Il y a un demi-siècle encore, il y a quelques dizaines d'années encore, pour agir, pour faire face à un besoin, pour obtenir un résultat, on construisait des établissements, on construisait des institutions. Nos grandes institutions publiques, elles sont symbolisées par des bâtiments, par des monuments. On commençait par faire des murs, ensuite on mettait des gens à l'intérieur de ces murs, avec des règles très précises d'entrée et de sortie d'ailleurs, qu'il s'agisse d'un établissement d'enseignement, d'un établissement culturel, d'un établissement d'action sociale. On construisait des murs, à l'intérieur de ces murs, on instaurait des hiérarchies, avec des gens qui décidaient, des gens qui mettaient en œuvre les décisions, des gens qui les appliquaient, des gens qui en étaient les bénéficiaires. Et ça, c'était le modèle de l'action collective de toute la société. Et c'est comme ça qu'on a construit l'instruction publique pour tous. On a construit des écoles, on a mis dedans des directeurs, des instituteurs, des institutrices et des élèves avec un règlement intérieur de la discipline et des savoirs à transmettre. On a construit des universités, on a construit énormément de choses. Nos sociétés se sont bâties et modernisées sur ce modèle. Et depuis 30 ou 40 ans, ce modèle est en train de s'effriter. Dans tous les secteurs de la société, pour agir ensemble, le modèle, ça n'est plus de bâtir des murs et d'enfermer des gens à l'intérieur. Le modèle, c'est de chercher autour de soi des partenaires disposant de compétences, de capacités d'agir aussi variées que possible et de construire avec eux un projet. C'est une transformation profonde parce que ceux qui ont été élevés, si j'ose dire, dans la société des institutions et des établissements, ils ont le sentiment que la société s'affaiblit. Et vous avez un discours qui dénonce. Vous avez toutes sortes d'imprécateurs aujourd'hui qui dénoncent le déclin de la société, qui disent mais comment il faut remettre des blouses à l'école, des uniformes, il faut rétablir l'autorité, il faut revenir à ce qu'était la forme de l'établissement de l'action collective. Et ce discours reste évidemment très présent dans la société, il domine très largement le champ politique. Et pendant ce temps-là, dans la société, dans les différents secteurs d'action, il se passe tout autre chose. Il se passe ce que vous vivez et ce que nous avons vu ce matin. Dans le domaine du handicap, bien sûr, dans celui de l'éducation, dans celui de la culture, dans la lutte contre le chômage, dans l'ensemble des secteurs de la société, on voit ces formes nouvelles d'action, ces formes d'initiative, l'innovation dont on a parlé ce matin, la place donnée aux personnes accompagnées, la recherche de formes de décision associant l'ensemble des parties prenantes. Ça, c'est un mouvement qui transforme la société. L'UNAPI, à la base, c'est un mouvement parental. Ce sont des associations de parents qui construisent des établissements pour prendre en charge leurs enfants en situation de handicap. Quand je vous regarde ce matin, je me dis, les papillons blancs de Roubaix-Tourcoing, c'est pas une association parentale, c'est une communauté dans laquelle il y a des parents, des personnes accompagnées, et puis il n'y a pas que des enfants, il y en a maintenant de tous les âges,
il y a des bénévoles et il y a des professionnels. Ce qui fait la nature même de l'association, ce n'est pas juste l'association des parents, c'est la diversité des membres, des parties prenantes de l'association. Voilà un modèle. Et ce modèle, vous allez le trouver dans tous les secteurs de la société. Cette forme de construction de l'action collective à travers de la coopération, du partenariat, de la main tendue, de l'échange, on l'a vu avec l'éducation nationale tout à l'heure, cette façon de faire, elle n'a pas encore trouvé son langage institutionnel. C'est ce que j'appelle la réinstitution. Les institutions héritées d'autrefois s'affaiblissent, elles donnent un sentiment de qu'est-ce qu'on va devenir et rien n'est plus comme avant et les choses vont de plus en plus mal. Et pendant ce temps-là, de manière presque invisible, la société est en train de refabriquer de nouvelles formes d'institutions. Qu'est-ce que c'est qu'une institution? Une institution, ça fait trois choses. Ça établit des règles. Ça organise l'action collective, organisée au sens très concret du terme, avec des métiers, des outils, des procédures, des connaissances scientifiques, des connaissances techniques, etc. Et puis ça fait une troisième chose très importante, ça institue les personnes. Une institution, ça institue les personnes. Ça permet à une personne de savoir qui elle est, ce qu'elle peut faire et où elle va dans la société. L'institution vous institue comme élève, comme adulte, comme travailleur, comme salarié, comme savant, comme étudiant. Elle vous donne une place dans la société. Et qu'est-ce que vous faites, vous instituez les personnes que vous accompagnez. Et pour instituer, notez que vous avez changé de vocabulaire. Vous avez transformé le vocabulaire de l'institution. Il n'y a pas si longtemps, les personnes en situation de handicap, vous les preniez en charge. C'était ça le mot-clé de vos métiers, c'était la prise en charge. Je te prends et t'es en charge. Aujourd'hui, vous les accompagnez. Ce mot « accompagner », vous le trouvez dans toutes les activités du champ social aujourd'hui. Vous le trouvez dans les activités des gens qui accompagnent, qui font du conseil aux entreprises. Autrefois, on disait je donne du conseil. Maintenant, on accompagne. Vous le trouvez dans le monde de la lutte contre le chômage. On accompagne les personnes privées durablement d'emploi. Vous la trouvez évidemment dans votre secteur à vous, et vous la trouvez, cette expression, aussi dans le secteur de la santé. Autrefois, le malade, il était pris en charge, le patient était pris en charge par le médecin décidait et le malade faisait ce que le médecin lui disait. Bien entendu, les choses ont énormément changé depuis. Voilà le moment où nous vivons. C'est le moment où certaines formes d'organisation de l'action collective s'affaiblissent, se délitent ou s'effondrent. C'est le cas notamment des institutions de la santé. C'est extraordinairement le cas des institutions de la santé mentale. La psychiatrie dans ce pays a disparu, elle est en ruine. Aujourd'hui, si vous regardez les effectifs, les établissements, si vous comparez ce qu'est le secteur de la santé mentale en France avec les besoins de santé mentale, vous êtes confronté à une impossibilité d'agir. La crise sanitaire, le confinement lié à la crise sanitaire a révélé l'émergence dans notre pays, notamment chez les adolescents, de besoins en santé mentale, de pathologies mentales massives. Il y a des chiffres tout à fait effrayants sur la prévalence des syndromes dépressifs chez les jeunes adolescents. Notre système médical d'hôpitaux psychiatriques et de secteur psychiatrique est absolument incapable de prendre en charge ce besoin. Et on ne peut pas du tout imaginer un seul instant qu'on va reconstruire notre système de prise en charge de la santé mentale sur le modèle qui était celui d'hier. On n'y arrivera pas. D'abord, former un psychiatre, il faut 10 ans au moins, et on ne va pas attendre 10 ans. Dans 10 ans, les adolescents qui sont aujourd'hui en situation de souffrance psychique, dans quel état seront-ils? Dans quel état serons-nous? Donc il faut faire autrement. Ce que vous faites, vous, d'une certaine manière,
est le prototype de ce qu'il faut faire pour l'ensemble de la société. Ce que vous avez réussi à faire pour des personnes particulièrement vulnérables ou des personnes souffrant d'un certain type de vulnérabilité, c'est une expérience qui peut nous permettre d'aller de l'avant pour une partie beaucoup plus importante de la société. Ce qui est en train de se passer dans notre société, qui est à la fois positif et négatif, c'est que nous sommes en train de prendre conscience collectivement de notre vulnérabilité. Quand l'UNAPI a été créée, les personnes en situation de handicap s'appelaient des enfants inadaptés. C'est dans votre sigle, des enfants inadaptés. Et donc, le but, c'était de les réadapter à la société. La société était adaptée, la société fonctionnait, et donc eux, ils étaient juste malades, et on devait, par des moyens divers et variés, les remettre dans la société. Aujourd'hui, la société se sait collectivement vulnérable. Elle se sait vulnérable face au climat, ça c'est une angoisse qui pèse sur nous tous. Elle se sait vulnérable face aux maladies infectieuses, c'est l'expérience que nous avons eue du Covid. Elle se sait vulnérable face à beaucoup d'autres phénomènes. Notre société est aujourd'hui en voie de transformation par un phénomène qui est prévisible depuis des décennies. Et pourtant, nous nous trouvons aujourd'hui, en matière de politique publique, dans une situation où rien n'a été fait pour y faire face. Ça a un nom très simple, ça s'appelle le vieillissement démographique. Le vieillissement démographique, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que la vie s'allonge. Ça veut dire que nos horizons de vie à tous s'allongent. D'ailleurs, c'est vrai aussi des personnes que vous accompagnez. L'allongement de la durée de la vie, ça a deux types de conséquences. Il y a une conséquence qui est assez bien repérée, connue, même si on n'a pas du tout les solutions pour y faire face, c'est l'augmentation du nombre de personnes âgées et très âgées, qui posent des problèmes de santé, de production de soins, de prévention, de fabrication de bien-être qui sont tout à fait nouveaux. Et puis il y a un autre phénomène que personne n'a vu, personne n'a analysé, c'est que l'allongement de la durée de la vie provoque la transformation du cycle de vie. La façon dont la vie se déroule n'est plus la même. Il y a deux périodes de la vie, dont l'une était très courte et l'autre n'existait pas, qui en quelques décennies ont émergé. La jeunesse. La jeunesse, il y a 50 ans, ça durait, 4-5 ans. Entre la sortie de l'enfance, les études qu'on faisait, plus ou moins longues, le service militaire, le mariage, le premier enfant, etc. Voilà, entre 16, 17 et 22 ans, l'affaire était pliée. Les gens de ma génération sont nés de parents qui avaient entre 20 et 25 ans au moment de leur naissance. Aujourd'hui, la jeunesse commence avant 15 ans. L'émancipation de l'enfant, sa constitution en personne autonome, ses modes de consommation, sa vie de relation, etc., c'est avant 15 ans. Et la fin de la jeunesse, c'est 30 ans. Pourquoi 30 ans ? Parce que grosso modo, c'est l'âge de la stabilisation dans l'emploi et c'est l'âge du premier enfant. Donc, on est dans une société où il y a relativement moins de jeunes, c'est ce qu'on nous raconte depuis des années, mais comme la jeunesse dure 3 à 4 fois plus longtemps, en fait, il y a beaucoup plus de jeunes. Voilà typiquement un problème auquel on a eu du mal à faire face. Aujourd'hui, les problèmes de santé, les problèmes d'habitat, les problèmes d'activité liés au vieillissement démographique ne sont pas réglés. Il y a un deuxième phénomène qui n'a pas été vu, il est très présent dans cette salle, il est fondamental pour la dynamique du bénévolat dans notre pays, c'est qu'autrefois il y avait l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte, et puis à la fin de l'âge adulte, on prenait sa retraite. Et statistiquement, entre le début de la retraite et la mort, c'était un peu comme la jeunesse, il y avait 4-5 ans et l'affaire était réglée. Aujourd'hui, on sort du marché du travail vers 55 ans, statistiquement, et quand vous avez 55 ans, vous avez facilement 20 ans de vie active devant vous. Vous n'êtes plus salarié, l'INSEE dit que vous n'êtes plus un actif, mais en fait, vous êtes un senior actif. Des seniors actifs, il y en a dans cette salle, ils peuplent nos conseils d'administration, ils peuplent nos associations, ils jouent un rôle clé dans les familles. Ils s'occupent de leurs petits-enfants,
Ils s'occupent notamment de leurs petits-enfants quand leurs enfants ont divorcé, ce qui est de plus en plus fréquent. Ils aident leurs enfants jeunes adultes à commencer dans la vie, parce que l'accès au logement est de plus en plus difficile, parce que l'accès à l'emploi ne va pas de soi. Et pendant qu'ils font ça, ils s'occupent de leurs propres parents, qui sont dépendants, qui sont en fin de vie et qui sont loin de là, pas tous accueillis dans des établissements pour le faire. Voilà deux phénomènes sociaux qui sont sous notre nez et qu'on n'a pas vu venir. L'allongement de la jeunesse, l'émergence de la génération des seniors actifs. Je vous raconte tout ça pour que nous essayions de partager cette vision que nous sommes dans une société qui se transforme profondément, dont les façons d'agir se transforment, et vous, ce que vous vous êtes raconté ce matin démontre la transformation de vos façons d'agir. Si je compare ce que c'est qu'un ESAT, les ESAT qu'on a parlé aujourd'hui à ce qu'était un ESAT il y a 25 ou 30 ans, je veux dire, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Vous avez transformé tout ça, et cette capacité de transformation, maintenant, votre rôle est de la porter au-delà de vos murs, puisque vous n'avez plus de murs. Vous avez de moins en moins de murs, vous avez ouvert les portes, j'ai entendu cette expression ce matin, vous avez ouvert les portes, vous avez ouvert les fenêtres, vous êtes de plus en plus en interaction avec d'autres acteurs du champ social, des métiers du lien et du soin, et dans votre projet associatif, me semble-t-il, il devrait y avoir cette idée que vous devez partager votre expérience. Vous êtes des pionniers, vous êtes dans votre secteur d'activité, vous êtes l'industrie de pointe, et il y a des gens qui sont derrière vous, qui n'ont pas fait tout le chemin que vous avez fait, qui n'avaient pas l'habitude, le savoir-faire, la vocation de s'occuper de personnes vulnérables et qui aujourd'hui sont confrontés à des populations vulnérables très nombreuses, des adolescents en souffrance mentale, une population vieillissante, des personnes en situation de dépendance, et demain peut-être des populations confrontées à des crises climatiques et qui seront, pendant des périodes plus ou moins longues, en situation de vulnérabilité. Vous êtes les pionniers de la société vulnérable. Vous êtes ceux qui avaient expérimenté les moyens, l'attitude, les démarches, la mentalité nécessaire pour que, quand on se sent vulnérable, on se mette en position d'agir quand même, d'agir individuellement, de vivre sa vie et d'agir collectivement. Il a été question de ça toute la matinée. Et ce message-là, c'est un message d'espoir absolument formidable. Je donne un ou deux exemples concrets de ce que ça pourrait être en regardant ce que vous nous avez dit sur les ESAT, sur le rapport au travail. Je pensais à l'expérience Territoire zéro chômeur de longue durée. Vous connaissez cette expérience. Elle consiste à dire les personnes qui ont été privées durablement d'emploi ne peuvent pas du jour au lendemain retourner sur le marché du travail parce que généralement, quand on a été chômeur pendant longtemps, on a d'autres problèmes. On a des problèmes de santé, on a des problèmes psychiques, on a des problèmes de famille. Et donc, l'accompagnement des personnes privées durablement d'emploi, ça demande une autre technique, un autre savoir-faire que l'entretien à Pôle emploi et tu prends le job qui est sur le marché, sinon tu te supprimes tes indemnités. Et donc, Territoire zéro chômeur, ça consiste à créer ce qu'on appelle une entreprise à but d'emploi. On prend ces chômeurs de longue durée, on convertit l'indemnité de chômage en salaire, on les embauche en CDI, et une fois qu'ils sont ensemble dans la boîte, on se demande avec eux qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ça, c'est le schéma de départ. Dans la vraie vie, ça a été un peu plus compliqué que ça, mais c'est ça l'idée. C'est l'idée que la personne privée durablement d'emploi, c'est pas un fainéant, c'est pas quelqu'un qui n'est pas capable de travailler, c'est quelqu'un qui a des capacités différentes de celles que le marché du travail recherche. Et l'expérience a prouvé qu'elle était efficace, c'est-à-dire que sur aujourd'hui une dizaine, et demain une cinquantaine d'endroits sur le territoire, ces entreprises à but d'emploi, à force d'inventivité, de patience, d'accompagnement attentif des personnes, etc., ont petit à petit trouvé leur place dans le tissu économique local. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Qu'est-ce que vous faites, sinon ça précisément ? Est-ce que dans la façon dont vous avez transformé les ESAT au cours des dernières années, vous n'avez pas une expérience qui pourrait être extrêmement précieuse pour les acteurs de Territoire zéro chômeur de longue durée ? Voilà un partenariat associatif auquel vous n'aviez peut-être pas pensé, mais en tout cas, je suis sûr que vous avez des choses à vous dire. Ce que j'ai entendu ce matin, le niveau d'expertise que vous avez
dans l'accompagnement vers l'emploi me paraît être un atout absolument exceptionnel. Allez, encore 5 minutes et je vais conclure. Dans la crise des métiers du lien et du soin que nous sommes en train de vivre, on ne rétablira pas à la fois l'efficacité du service rendu, la réponse aux besoins et l'attractivité des métiers si on ne repense pas l'ensemble de la démarche. La population se transforme, les risques sanitaires se transforment, les besoins des gens ne sont plus les mêmes, les services des urgences ne peuvent pas faire face aux besoins de santé au quotidien. C'est pour ça que les urgences s'effondrent, parce qu'elles ne seraient plus les urgences, elles se substituent aux médecins de proximité qui n'existent plus. Il nous faut repenser l'ensemble des métiers du lien et du soin ensemble. Il faut les recombiner à l'échelle des territoires. C'est pour ça que le rayonnement sur le territoire et l'implantation du territoire, c'est hyper important. Là où les gens vivent, là où les gens ont accès à quelque chose, là où ils expriment leurs besoins, il faut que l'ensemble des gens qui concourent à la production de santé travaillent autrement ensemble. Il faut qu'ils coopèrent, il faut qu'ils partagent leurs compétences, il faut qu'ils se répartissent le boulot autrement. Les syndicats de médecins ont poussé des hurlements quand on a créé le statut d'infirmière en pratique avancée. En disant « Ah non, ils vont nous piquer notre boulot !» Mais les médecins, il n'y en a plus. On ne peut plus trouver un médecin. J'ai des prothèses auditives. Moi, j'ai pris rendez-vous en Ile-de-France pour refaire un bilan. Là, dès le 1er septembre. Oui, monsieur, je vous donne un rendez-vous le 4 décembre. Pas grave, il n'y a pas d'urgence. Mais tout est comme ça. C'est-à-dire que le jour où vous êtes en situation de détresse, vous allez aux urgences. Mais les urgences, elles ne peuvent plus. Donc ce système-là est mort. Il est en ruine. Est-ce qu'il faut pleurer sur les ruines? Est-ce qu'il faut se couvrir la tête de cendre? Est-ce qu'il faut se désespérer d'avoir détruit ce service public? On peut tenir un certain nombre de discours sévères sur les gens qui ont accéléré la disparition de ce service public. Ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant à faire, c'est de se projeter vers l'avenir. C'est de dire, mais voilà, le système n'est plus là, où sont les besoins, comment on fait, qu'est-ce que les gens attendent, comment est-ce qu'on est capable d'agir. Et ça, cette capacité à se projeter vers l'avenir, à chercher de nouvelles façons d'être et de nouvelles façons d'agir, cette capacité à être à l'écoute des besoins, vous l'avez comme personne. Vous l'avez comme personne, vous faites ça toute la journée. Vous faites ça toute la journée, vous êtes à l'écoute des besoins de gens dont la situation fait qu'ils ont un mal de chien à exprimer leurs besoins. Et vous avez développé au cours de ces dernières années tout un savoir-faire pour rétablir de l'écoute, du dialogue, de la communication et du pouvoir d'agir pour les personnes accompagnées. Il m'est arrivé, en tant qu'usager de services publics, usager des caisses de retraite, usager ou même consommateur, lecteur de notices d'utilisation d'un médicament, par exemple, il m'est arrivé de penser que le facile à lire et à comprendre devrait être une règle universelle dans la société. Universelle dans la société. Voilà un bel exemple du rôle de pionnier que vous avez joué. C'est ça que j'ai entendu ce matin et c'est ça que je voudrais vous inviter à poursuivre, à aller chercher autour de vous, sur vos territoires, sur votre territoire ici, et Dieu sait si les besoins sociaux ici, dans l'agglomération, sont intenses, je pense que vous êtes, alors évidemment, dans des moments difficiles, dans votre dialogue avec vos autorités de tutelle qui ont des contraintes budgétaires, ceci, cela, ok, on sait tout ça, mais ce que vous pouvez faire en tant qu'association et qu'un gestionnaire public ou même qu'un élu local ne peut pas faire parce que son horizon opérationnel est beaucoup trop court, ce que vous pouvez faire, ce que vous faites depuis depuis 70 ans, ça commence à faire un moment, ce que vous pouvez encore le faire, c'est-à-dire vous projeter vers le futur. Vous avez cette capacité de vous projeter qu'aucun autre acteur collectif ne détient. C'est ça la force du fait associatif dans notre pays et au-delà de notre pays. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie pour inventer l'avenir et sortir de cette situation de crise dans laquelle nous croyons être empêtrés. Je vous remercie de votre attention.